Bonjour, je vais répondre à la question qui m'a été posée: comment les contes, en leur sagesse, contribuent à vivre ensemble dans la paix? J'ai rédigé mon texte de manière à maîtriser la qualité de ce que je vais faire passer. Donc de temps en temps, mon regard, pourra descendre un petit peu sur mon texte, mais en gros, je vais regarder vers vous, voilà. Alors, j'aimerais commencer en expliquant que les cultures correspondent euh, à une biodiversité, en fait. Les cultures humaines sont une biodiversité et il existe autant de cultures que de petites fleurs. Quand on regarde une prairie dans, par exemple, le massif des Vosges, où il y a une biodiversité magnifique. Et il suffit d'un mètre carré pour voir qu'on est dans un infini. Eh bien, les cultures humaines, avec leur terroir, leur manière de vivre, leur sensibilité, sont exactement dans une telle diversité, une telle beauté. Et il faut s'en souvenir quand on va à la rencontre de l'autre et ne pas croire qu'on va à la rencontre du semblable, parce que véritablement c'est une manière de découvrir l'autre et de voir les différences. Ce qui permet, c'est les détails et la différence qui permet de réellement vivre ensemble dans la paix. Et donc pour les contes, on croit souvent qu'ils sont universels et qu'ils disent partout la même chose. C'est à la fois vrai et faux. C'est vrai dans le sens où leur structure, leur ossature, leur squelette, comme je dis quelquefois, qui est la structure profonde du conte, peut être universelle en effet. Mais le conte est comme un être humain. Il n'est pas fait que d'os. Il a aussi toute sa chair, il a aussi son style, il a aussi sa manière, il a aussi sa peau, il a aussi sa manière de bouger. Enfin, et tout cela appartient à la chair du conte, comme, donc pour poursuivre mon image, et donc appartient en fait à sa dimension qui n'est pas universelle. Euh, il y a donc euh, voilà, donc le conte est imprégné profondément de la culture. Les contes sont complètement ancrés en fait dans leur culture, dans leur terroir, dans leur territoire en fait. Euh, et donc quand on est extérieur à une culture et qu'on aborde un conte d'une culture différente, il arrive qu'on n'y comprenne rien. Alors qu'on croit comprendre quelque chose, on fait des faux sens. Parce qu'il nous manque des codes, un background, quelque chose qu'on ignore et qui est la manière de vivre des gens là-bas, leur manière de se comporter, de se entrer en relation les uns avec les autres et tout ça. Alors, euh, en plus, il arrive que quelquefois on aborde les contes à travers les traductions et que les traductions conscientes de la difficulté affadissent les particularismes, les différences, et que donc il nous faut trouver quelquefois des bonnes traductions pour mesurer l'ampleur de ce qu'on perd, en fait. Euh, donc j'aimerais détailler qu'est-ce qui s'inscrit, qui appartient à chaque peuple, qui s'inscrit dans les contes sans aucun mot pour le dire, totalement dans le non-dit, parce que c'est connu pour les gens qui écoutent l'histoire de manière locale. On ne va pas leur dire des évidences. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses quand on aborde la culture de l'autre et un conte d'une autre culture, on ne comprend rien parce qu'il nous manque tout ça. Et donc, je vais détailler ceci. Il nous manque, par exemple, quelquefois, les paysages, les climats très précis qui ne sont pas indiqués, bien entendu, dans un conte, mais qui l'influencent. Les circulations, la manière de bouger dans le territoire, la manière de bouger dans les paysages naturels, comment on va d'un endroit à l'autre, dans les paysages ruraux, dans les paysages... Tout ça, ça n'est pas dit.
Les styles des habitats, les maisons, comment elles sont fabriquées, l'urbanisme, comment est organisé un urbanisme dans un pays par rapport à un autre, et du coup les circulations que ça implique, les modes de circulation précis que certains habitacles dispersés ou rapprochés ou dans des... Tout ça, ce n'est pas dit. Les structures sociales aussi. Évidemment, bien sûr que le conte ne va pas s'engager à détailler les structures sociales, les codes, les coutumes qui organisent les relations humaines. Par exemple, les classes sociales, les gouvernements, les modes de gouvernement, mais aussi les relations à l'intérieur de la famille qui sont très très importantes dans les récits, ou bien la liberté ou les libertés qui sont laissées aux filles, aux femmes, tout cela, le conte n'en parle pas directement, il n'énonce pas le contexte, mais il utilise ces vérités-là pour raconter une histoire. Quelquefois, il est même sur un mode transgressif. Quelqu'un est en train de transgresser une absence de liberté ou quelque chose comme ça. Il faut le comprendre à ce moment-là. Donc il faut avoir tous ces codes en amont. Il y a aussi qui s'inscrit dans un conte, sans qu'on s'en rende compte, toute ce que j'appelle les carottes géologiques de l'histoire, l'histoire d'un pays. Il suffit de creuser dans les couches populaires d'une histoire pour se rendre compte qu'on a des quantités infinies, que c'est presque de l'archéologie quelquefois. Et donc l'histoire, mais la grande histoire avec un grand H, s'inscrit aussi tout ce qu'elle a pu constituer comme collectif, comme mémoire collective, comme accord ou désaccord profond et des êtres ensemble, là aussi, qui se constituent dans l'histoire, sont inscrits dans un conte parfois qui s'inscrit dans une époque et si on ne le sait pas, si on ne comprend rien, si on ne connaît pas l'histoire de ce pays-là, on ne comprend même pas de quoi le conte parle. Ensuite, nous avons bien entendu la sensibilité, la manière de l'exprimer, de la vivre, la manière d'entrer en contact avec ses sentiments, avec ses émotions, qui diffèrent énormément d'une culture à l'autre. Il y a des cultures qui vont être très expansives, d'autres qui vont l'être beaucoup moins, beaucoup plus dans le silence, dans l'absence d'expression émotionnelle. Il y a des pays où il vaut mieux ne pas exprimer ses émotions, d'autres au contraire où on ne vous comprendrait pas si vous n'exprimiez pas vos émotions. Et toute cette diversité-là, évidemment, le conte ne dit pas dans quelle manière on est, il ne dit pas ça. Hein. Ensuite, on a les valeurs fondatrices d'une société, d'une civilisation. D'une culture, la manière d'être ensemble dans la société, ce qui est important, ce qui est tabou. Toutes ces valeurs-là qui nous fondent le plus souvent ne sont pas non plus dites dans les contes. Elles servent, elles sont mises en œuvre, mais elles ne sont pas énoncées. Ensuite, nous avons les symboles. Donc ça, on y reviendra bien sûr parce que c'est le sujet des contes. Mais les symboles, c'est très important à quel point les symboles ne sont pas universels et à quel point ils sont inscrits dans les contes de manière profonde et ils appartiennent à chaque culture. Il faut s'en méfier. J'en parlerai plus en détail. Et enfin, il y a les contextes religieux et spirituelles, les croyances, qui sont en quelque sorte le fondement, le ciment sur lequel s'installent les contes, parce qu'il y a une très profonde compréhension humaine qui se dégage de ces plans et de ces plans élevés, et qui mettent en œuvre les personnages, qui mettent aussi en relation les imaginaires, les quêtes des héros, tout cela fait partie de la matière des contes et évidemment c'est très différent d'une culture à l'autre, ça on en est tous conscients. Donc, voyez, dans tous ces détails-là, vous avez pu repérer à quel point finalement
c'est énorme. C'est tout ce qui est constitutif de l'identité et de la collectivité, à la fois de l'identité individuelle, comment on construit son identité dans une culture, et à la fois comment le collectif se constitue. Et tout cela est différent d'une culture à l'autre. Donc, il faut mettre un zoom sur le regard que nous avons de cela, parce que c'est essentiel ces détails pour le vivre ensemble, comme je disais tout à l'heure. On ne peut pas vivre réellement en paix ensemble les uns avec les autres sans entrer dans ce détail, sans entrer dans cette complexité, sans comprendre, sans approfondir les zones de différence. Et bien comprendre qu'il n'existe pas de tout pareil. Et donc, par exemple, dans un conte, je vous donne des exemples concrets, là, maintenant, si vous voulez bien. Par exemple, ce qu'on peut dire devant sa belle-mère en Afrique n'a rien à voir avec ce qu'on peut dire devant sa belle-mère en Europe. En Afrique, c'est très codé. Et du coup, il y a beaucoup de contes où on transgresse la situation. Si on ne connaît pas les codes, on ne comprend pas le conte. Un autre exemple. Au Tibet, les femmes ont une grande liberté, les jeunes filles ont une liberté souveraine. Ça établit des relations avec leur père qui sont extrêmement différentes de ce que nous, on connaît ici. On n'a pas du tout le même sorte de père. Et nous ne connaissons pas l'ampleur, chez nous, de la liberté d'une femme, d'une jeune fille tibétaine. Et donc, c'est très intéressant. Et pour le conteur, c'est un jeu, c'est quelque chose de merveilleux de faire vibrer la chose quand il raconte l'histoire, pour faire réfléchir à ici, avec cette liberté qu'il n'y a que là-bas. Donc, c'est très, très important. Et ensuite, à l'inverse, il peut arriver qu'un conte contienne des informations et qu'on puisse deviner quelque chose à travers lui. Par exemple, un jour, j'étais en formation avec des élèves et un stagiaire avait amené un conte qui était magnifique, très classique. L'ossature était classique, mais cette version-là venait d'un pays qu'on ne connaissait pas vraiment, ni les uns ni les autres. On a écouté l'histoire et cette histoire avait des images vertigineuses. Il y avait une ampleur. Il y avait quelque chose d'immense, il y avait comme un grand souffle, comme un grand vent, comme de l'immensité, dans toutes les images. Et du coup, on était touchés par cette beauté, et j'ai dit, allons voir si le pays n'aurait pas une géographie qui soit en correspondance, qui soit en cohérence avec cette immensité qu'on trouve dans toutes les images du conte. Et en effet, on a regardé sur Internet et en 3 secondes, on a ramené des images splendides, un pays avec, bien entendu, on voyait loin, bien entendu, il y avait des hauteurs et des vastitudes incommensurables. Et du coup, c'était impressionnant parce que le stagiaire qui avait dit le conte ne savait pas. Et aucun mot du conte ne décrivait quoi que ce soit de cette réalité-là. Simplement, ces images étaient habitées par cette géographie. Et ça, on va le vérifier souvent. Il y a des géographies qui s'inscrivent comme ça, des géographies de granit qui ne forment pas les mêmes contes que des géographies de calcaire. C'est sans aucun doute, c'est véritable. Alors, le conteur a un rôle important à jouer dans les rencontres entre les peuples. Parce que c'est lui qui va faire cet approfondissement sur sa matière et qui va donner aux gens un conte qui a été en quelque sorte étudié au plus profond, et le conteur le rendra clair et recevable par ses publics à lui de chez lui. Et donc, il sert d'intermédiaire, en quelque sorte. Il fait un pont entre les cultures. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce qu'au fond, c'est un des rôles essentiels que le conteur a à jouer entre les peuples. Et il le fait à travers lui-même, à travers son travail, et même à travers
ses émotions à lui de la rencontre avec les autres traditions. Alors, j'en reparlerai. Et donc voilà, j'arrive à l'énorme travail que le conteur peut faire pour rendre compte plus tard d'une autre culture que la sienne, euh, pour ses publics. Donc en premier, par exemple, il doit clarifier tout ce qu'il ne comprend pas. Tout ce que je viens de vous nommer là en détail, il faut qu'il repère les zones qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, tout ce qui lui semble flou, pas clair, pas compréhensible, ou bien des faiblesses, ce qui lui semble des faiblesses du conte, alors qu'en fait ça n'en est pas. C'est juste que lui ne comprend pas un mode de situation, un mode de circulation qu'il ne comprend pas. Voilà. Et donc il doit faire un travail de documentation très profond. Et un travail qu'on appelle d'imprégnation, c'est-à-dire qu'il doit s'imprégner de la culture, il doit aller vraiment se renseigner profondément, mais pas seulement en lisant des livres. Le cinéma est très utile dans ce cas-là, parce que le cinéma donne déjà les images, donne les gestes des gens, donne des ambiances, des couleurs, quelque chose, des végétations, enfin quelque chose qui est très très important, qui passe par le cinéma. Euh, on peut aussi aller chercher les autres arts, la broderie. La broderie donne beaucoup. Regardez la broderie, la manière dont un peuple brode, les femmes font des broderies, il y a quelque chose qui nous vient directement comme ça de manière intuitive. On reçoit beaucoup d'informations subtiles et les meubles aussi donnent beaucoup d'informations. Enfin, du coup, il y a une manière de s'imprégner qui n'est pas intellectuelle, mais plutôt sensible pour avoir accès à la culture d'un peuple de manière spécifique, tel rayon, telle zone, tel endroit, comment ils vivent les choses. Il y a vraiment des manières de se renseigner autrement qu'en lisant des bouquins. Et si on ne le fait pas, le conteur, s'il ne le fait pas quand il est en train de travailler le conte d'une autre culture, il va rater beaucoup de choses. Il va rater peut-être même le sens complet du conte, comme je disais, mais aussi quelquefois des finesses, des relations spéciales comme je disais, père et fille, mais aussi entre voisins. Enfin, il y a les distances entre les gens, la manière de se parler, toutes sortes de choses qui appartiennent à une culture et pas à une autre, c'est clair. Et donc, il faut se renseigner de tout ça. Et euh, parce que au fond, dans un conte, si vous voulez, c'est ce qui rend le conte vivant. S'il n'y avait pas tout ça, le conte serait comme il est sur le papier, quoi, un peu en hibernation, j'ai l'habitude de dire. Hein. Et puis, euh, alors, c'est là qu'on en vient à la question des symboles. Les symboles ne sont pas du tout universels. Pour la plupart, ils ne sont pas universels. Et c'est très important de le comprendre. Par exemple, les couleurs ne sont pas universelles. En Chine, on se marie en rouge, pas chez nous. En Inde, le deuil est en blanc, pas chez nous. Vous voyez des choses basiques comme ça, mais ça va beaucoup plus loin dans des choses beaucoup plus petites, des détails, des manières de comprendre qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Un dragon, par exemple. Un dragon en Europe, c'est du feu. C'est vraiment du feu, de la terre, du feu. En Chine, les dragons, c'est des dragons qui sont les gardiens de l'eau, des mers, de la pluie. C'est de l'eau. Alors, il y a une dimension feu, mais très haut. Hein, il y a la force, la puissance, une espèce de mouvement comme ça, où il y a du feu en quelque sorte. Mais c'est dans l'eau. Donc c'est très très différent. L'ambiance est très différente et le rôle du dragon sera différent dans les deux contes. Alors, ou bien par exemple, je vous donne un exemple comme ça, quelqu'un qui appartient à un peuple premier, dont les références sont l'observation de la nature, il ne va pas comprendre qu'on ait utilisé, nous, Européens, occidentaux, le symbole de la colombe comme un animal de paix. Parce que quand on regarde ses mœurs, la colombe est un animal très cruel. Donc vous voyez, par exemple, ça, il faut l'apprendre, il faut le savoir, et voilà, ça fait les différences. Euh,
Alors, par exemple, bon, bah, pour nous, on peut bien sûr deviner le symbole du pain, du vin, va évidemment pas être la même chose pour un chrétien, pour un musulman, pour quelqu'un qui meurt de faim, hein, pour un végan. Hein, vous voyez, donc il y a comment on va recevoir un symbole n'a rien à voir. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec les symboles, c'est qu'ils sont transposables. C'est-à-dire que un symbole, ça renvoie à quelque chose, hein, ça renvoie ailleurs. Alors, c'est où cet ailleurs où ça renvoie? Ça, le conteur s'y intéresse. Et quand il comprend le rôle du symbole, en quelque sorte, vers où ça envoie l'esprit, il peut se dire, bon, cette image-là que j'ai ne convient pas dans ma civilisation à moi, dans ma culture à moi, mais j'ai celui-là. Et donc, il peut remplacer facilement. C'est comme ça qu'on nettoie, si vous voulez, dans notre métier, les vieux archaïsmes, les ostracismes, les choses obscures, ou le racisme. On comprend le symbole qui était utilisé, mais on n'utilise pas la même image. Hein? On va aller chercher autre chose, on remplace. On va vers l'accueil de quelque chose de plus profond, en fait. Hein? Voilà. Euh, Donc en fait, le conteur, quand il travaille son conte, il doit accueillir en lui-même le sens du conte, la profondeur d'une culture, et c'est un accueil qu'il fait en lui-même et qui peut aller jusqu'à le transformer. Et ça lui permet aussi d'entrer en contact avec une autre sensibilité que la sienne, et de développer à l'intérieur de lui-même, s'il le souhaite, cette nouvelle sensibilité, ce regard sur le monde. Et ça peut être riche et bouleversant, quelquefois pas confortable, selon ce qu'on rencontre et comment ça nous remet en question, et remet en question notre propre culture, ça peut arriver. Donc, le conteur, en fait, est un acteur important de l'interculture. Bien sûr, le conte est important, mais le conteur, vous avez compris, peut s'en servir dans l'interculture pour mieux faire passer ce qu'il a à dire, pour mieux faire se comprendre les gens de cultures différentes de son quartier. Je vous promets que c'est très très efficace. Quand on habite une ville où il y a 60 ethnies, je vous promets que le conteur a du travail. Et son travail n'est pas de laminer les différences, mais au contraire, de raconter l'éventail de la palette des différences, de montrer, de faire connaître aux uns aux autres, ah chez toi c'est comme ça, ah chez toi c'est comme ça, et ce n'est pas pareil. Et on est ensemble là, mais oh combien on est différents. Donc le conteur doit faire un énorme travail en amont que j'ai appelé le travail d'imprégnation. Et en fait souvent il le fait parce qu'il tombe amoureux d'une culture. Une culture ou une autre, ou deux ou trois, hein, on a plusieurs amours dans notre vie de conteur, mais souvent en fait, c'est magnifique de tomber amoureux en fait on tombe souvent, en fait c'est pas tout à fait ça, souvent on tombe amoureux d'un conte, et le conte gentiment nous amène vers ses frères et sœurs, et c'est comme ça que petit à petit on tombe amoureux d'une culture entière. Et à ce moment-là, on l'approfondit, on va loin, on se renseigne, même des fois, même sans voyager, on n'est pas obligé de voyager, quelquefois on n'a pas les moyens de voyager, mais il y a des moyens de voyager autrement et d'aller au profond, rencontrer réellement les fondements d'une culture, jusqu'à pouvoir dire le conte. Alors, on n'est pas des spécialistes, on ne sera jamais des spécialistes. Nous sommes des amoureux, des poètes. On ne se positionne pas en expert, en, en spécialiste, on n'est pas des universitaires, notre manière de travailler est très différente. Et donc, on se positionne en amoureux, en poète, et de cette manière-là, on peut être respectable, si vous voulez, parce qu'on connaît, on ne dépasse pas nos limites. Mais malgré tout, on est des sacrés ponts pour faire passer une culture différente, parce que on est allé la rencontrer à l'intérieur de soi, au plus profond, et puis on a trouvé des équivalences, on a trouvé des compréhensions qui nous touchent à nous, qui nous émeuvent, et c'est à travers ça qu'on fait passer le conte. Donc notre filtre à nous n'est jamais enlevé, jamais enlevé. On reste nous-mêmes avec notre culture, hein. Mais malgré tout,
on est capable de l'offrir aux autres. Je vous donne un exemple simple. À une époque, je racontais beaucoup les mille et une nuits. Et en Europe, en France, mais aussi plus large, j'étais reconnue comme une spécialiste des mille et une nuits. J'étais une très bonne conteuse des mille et une nuits. Les gens trouvaient que je disais très bien les mille et une nuits, que j'étais très orientale, que c'était incroyablement oriental, que je faisais vraiment passer l'ambiance des mille et une nuits. Tout ça, j'étais vraiment une fille de là-bas. Bon. Et quand je suis allée raconter en tournée internationale au Moyen-Orient, un jour je suis arrivée dans un pays, c'était la Syrie à l'époque, et je suis arrivée là, et les gens ah non, c'était au Caire. Je suis allée aussi en Syrie, les gens ont apprécié, mais quand j'étais au Caire, il y avait des gens qui avaient la susceptibilité des gens à qui on prend leur culture, parce que faut dire qu'au Caire, c'est beaucoup, ça arrive beaucoup. Et donc, les gens avaient écouté mon conte et il y en avait qui avaient dit pourquoi tu racontes cette histoire, pourquoi c'est pas à toi, etc. Mais il y en avait d'autres qui étaient plus ouverts et qui m'avaient dit votre version est incroyablement parisienne. Alors, j'avais demandé où, à quels étaient les endroits du conte où ils avaient trouvé qu'il y avait du parisianisme. Et en effet, j'avais mis des petits détails sur les marques, parce que j'étais dans un délire à un moment donné, comme les mille et une nuits peuvent le permettre. Et en effet, c'était des codes très parisiens, c'était des marques, du snobisme, des trucs comme ça, avec lesquels je faisais rire habituellement. Et les gens avaient ri, parce qu'ils connaissaient les codes de la France. Mais n'empêche que, donc, ma version des Mille et Une Nuits était très parisienne. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Parce que c'était les mêmes contes que je disais de la même manière là-bas, ici, c'était pareil, quoi. Et vous voyez, donc tout dépend voilà, mon exemple est parlant. Donc je reviens à mes moutons, je me suis un peu laissée embarquer. Et euh, donc, tout ça pour vous dire que le conteur est capable de voir les différences, les mini-différences, les micro-différences et les macro-différences entre les cultures et les faire passer dans la limite de ses capacités. Et euh, moi, j'ai un repère que je conseille d'ailleurs à tous mes élèves, et qui est le fait de se dire, bon, je raconte un conte de tel pays, j'ai travaillé, j'ai bien, je travaille à fond, je suis au fait des choses, je ne peux pas faire plus, maintenant je vais le dire, mais la question que je me pose, c'est comme qui va me servir de règle d'or en quelque sorte, c'est si dans la salle, il y a une personne qui appartient à la culture du conte que je vais dire, est-ce qu'il va se sentir respecté? Et si ça arrive et que la personne vient me dire j'ai adoré votre version, j'ai senti que c'était tout à fait bien et que la personne se sent respectée, je considère que j'ai fait mon travail. Voilà. Si la personne se sent moquée, ça c'est un très mauvais travail. Et il faut reprendre. Voilà. Donc, voilà, mais ça, c'est des valeurs humaines hein, qui sont en jeu là. Alors, donc ça, j'ai dit tout ça. Donc, c'est comme ça que donc, le conteur euh, transmet son amour d'une culture souvent, plus que les détails que les gens du public iront regarder, si ça les intéresse. Il entrouvre une porte en fait. Donc si les gens s'intéressent, ils vont aller eux-mêmes chercher. Mais n'empêche qu'il fait passer son amour, il entrouvre quelquefois la porte pour les autres, il éveille la curiosité, il éveille l'intérêt pour une culture. Et puis, et donc dans cette mesure-là, il œuvre de manière majeure, je trouve, pour le vivre ensemble dans la paix. Voilà. Alors, je vous ai parlé de ce qui n'est pas universel hein, pendant tout ce temps. Et même, quand même, il faut que je vous parle de ce qui est universel. Alors, qu'est-ce qui est universel dans un conte? Eh bien, je vais vous dire un secret. Les contes, surtout les contes les plus profonds, les plus anciens, qu'on appelle les contes merveilleux, dans leur sagesse profonde, contiennent des solutions à des problèmes importants, majeurs de l'humanité. Et c'est pourquoi ils sont mémorisés et partagés par le monde entier depuis tant de générations. Donc, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Peau d'âne.
Prenons peau d'âne, tout le monde connaît peau d'âne. Bon. La solution universelle, structurale, qui est à l'intérieur de l'histoire, et que pour se tirer d'affaire, quand on est dans la situation de cette fille, il faut se couvrir. Toutes les peaux d'âne du monde se couvrent, mais pas toutes d'une peau d'âne. En Afrique, il y a une qui se couvre d'un tronc d'arbre entier. Elle se cache à l'intérieur d'un tronc d'arbre qui marche. Elle a juste le trou pour les yeux, etc. Il y a d'autres versions du monde qui sont très originales, très étonnantes, et où on n'a pas de peau d'âne, mais on a le fait que la fille se couvre. Et que c'est à travers cette manière de se couvrir de quelque chose qu'elle chemine vers sa solution, et là, qui est la rencontre d'un jeune homme avec qui elle peut faire un couple de manière saine. Voilà. Donc, ça, la manière, si vous voulez, structurellement, le fait de se couvrir, symboliquement, est universel. Et la diversité du monde s'exprime dans les couvertures. Donc, voilà un exemple simple. Voilà. Et puis, donc ces contes qu'on dit les plus profonds contiennent des images qui sont symboliques, qui sont très fortes, qui frappent, qui marquent la psyché, qui sont inoubliables en quelque sorte, et qui touchent au plus profond de nos inconscients. On ne sait pas pourquoi, on a l'impression de l'avoir oublié, mais non, c'est là, ça travaille en arrière-fond. Et donc le conte se met à travailler dans le lecteur, dans l'auditeur du conte, et quelque chose est à l'œuvre dans l'esprit. Autour de cette symbolique, c'est réveillé en contact avec les symboles et commence à travailler vers la lumière, vers la clarté, vers le dégagement, vers les solutions. Donc, dans cette mesure-là, les contes qui contiennent comme ça des vérités intérieures très, très, très profondes, moi je crois qu'ils œuvrent pour la guérison, ils œuvrent vers l'épanouissement de l'être, ils œuvrent vers la lumière. Et c'est ce qui les rend éternels, c'est ce qui les rend importants. Comment est-ce qu'on voit le chemin? Eh bien, le chemin d'un héros se voit par où il passe. Tous les détails des images va être différent d'un conte à l'autre, d'une culture à l'autre. Le détail des images risque d'être différent. Mais les stations, en quelque sorte, les points d'arrêt, le chemin, on fait un pas puis l'autre, et après ci, et après ça, cette manière-là où le conte, C-O-N-T-E, s'entend comme le conte, C-O-M-P-T-E, et où on compte les étapes, une après l'autre, eh bien, ça, c'est quelque chose qui traditionnellement, on appelle ça le chemin du héros. Et ce chemin du héros, il part d'un endroit où le problème est énoncé, il y a un souci, il est raconté au début du conte. Et à la fin, quand le conte finit bien, eh bien, le problème a disparu et la solution est exprimée. Hein, ça ne marche que pour les contes qui finissent bien. Quand le conte ne finit pas bien, ça veut dire que la collectivité qui a créé ce conte essaye de trouver une solution, mais ne l'a pas encore trouvée. Alors, c'est important de prendre cette différence parce qu'elle est majeure. Donc, ce que j'aurais à dire, au fond, c'est on peut se poser ces questions. Comment il fait, là, pour se sortir de cette situation, là, par où il passe? Mais qu'est-ce qu'il fait, là? Il a réussi à sortir du problème, ce héros, là. Moi, j'ai le même, ça m'intéresserait de savoir par où il passe. Par où il passe? Comment il fait? Comment il fait? Voilà. Et c'est comme ça, en regardant le détail, mais aussi structurellement, qu'il rencontre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mais comment il réagit? Comment il réagit face à ses malheurs? Comment il prend les choses? Vous voyez, parce que quelquefois, la solution, elle est dans comment je prends la chose. Et tout ça, c'est de la sagesse intérieure, c'est de la sagesse profonde, et les contes les transmettent de manière. Là, je vous donne donc une manière de lire les contes qui est très, très utile, en fait. Les contes sont quand même très utiles. Et depuis que. Voilà. Et en fait, depuis que je raconte, ça fait 40 ans maintenant, plus,
je dis aux gens que les contes ont l'air, ils sont comme Gandalf ou Merlin l'Enchanteur. En fait, ce sont des grands êtres, des magiciens blancs, hein, pour reprendre les termes de Tolkien, qui sont des grands sages, qui traversent toutes les civilisations, qui traversent tous les temps, qui traversent toutes les cultures, et qui semblent des gueux. Ils semblent habillés comme minables, avec des habits loqueteux. On les prend pour les derniers des derniers. Ici, par exemple, en Europe, les contes sont considérés comme de la littérature orale mineure. Oui, oui, oui. D'accord, on est les gueux de la littérature. N'empêche qu'à travers ce voile, ce déguisement, c'est toute une sagesse que les peuples se sont transmis de génération en génération. C'est toute une manière d'avancer dans la vie face aux problèmes majeurs de l'humanité qui passent comme ça. Et ça, c'est universel. Chaque peuple va avoir sa manière, ses détails, ses images, ses symboles, mais structurellement, ça, c'est fondamental et c'est transmis pareillement. Chaque conteur d'ailleurs a le travail d'adapter quand il reçoit un conte d'ailleurs, il l'adapte pour son monde et il trouve la manière de faire, comme j'ai parlé. Donc, si vous voulez, c'est aussi ce qui rend un conte éternel, comme par exemple, regardez La Belle et la Bête. C'est à la fois un conte très ancien qui a été utilisé en littérature majeure, en littérature mineure, mais aussi au cinéma et aussi de toutes sortes de manières, même dans la bande dessinée. On peut même inventer des nouvelles méthodes, on peut même inventer on pourrait faire une saga interstellaire avec ce thème-là, ça marcherait bien aussi, vous voyez. Donc, c'est à ces endroits-là, dans la structure même des choses, dans l'os, que tout ça est universel. N'empêche que les images sont d'une immense profondeur et donnent à la psyché une nourriture réelle, une nourriture véritable, une capacité de grandir, et pas seulement pour les enfants. C'est un grandissement, bien entendu, de l'être. Et donc, au fond, je pourrais dire que le conte nous aide à nous mieux connaître les uns les autres, mais aussi nous-mêmes, à la fois au plan psychique, de notre psyché, de notre psychologie, des profondeurs, et à la fois au plan horizontal où on est les uns avec les autres, mais aussi quand ça va plus loin, parce qu'il y a des contes qui sont très très proches de la méditation par la beauté, la pureté de leurs images, on a l'impression d'aller vers des sources de l'être. Et donc ça nous permet d'entrer parfois en contact avec des plans spirituels importants. Et donc, je dirais que, pour finir, que le conte nous permet de faire connaissance. Voilà.